Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale de France Immigration, acteur incontournable de la mobilité internationale dans laquelle j'évolue depuis presque 20 ans. Retrouvez-nous sur LinkedIn et Instagram pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Au programme de cet épisode, le fonctionnement de l'équipe mobilité internationale dans une ETI, ses avantages et ses inconvénients. Un scope 360 avec une gestion complète de la mobilité internationale. Mobilité internationale dans 20 ans, plus de compliance, plus de digital, mais avec besoin de plus d'expertise et toujours plus d'humain. Eh bien, bonjour Louisa, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Love Mobility. Je suis super contente de t'accueillir ici. Comment vas-tu ? Ça va bien. Avant de nous lancer dans cet épisode, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Louisa Fénouche. Je travaille dans la mobilité internationale depuis 13 ans. J'ai commencé la mobilité internationale par les ONG pendant 2 ans. Et puis ensuite, j'ai fait le MBA Magellan. Il y a une dizaine d'années, j'ai passé 4 ans chez Air Liquide dans une grosse équipe MI avant d'intégrer Axence, petite ETI française, toujours en mobilité internationale. Donc, je suis aujourd'hui la responsable MI. Toute seule, chez Axence. Tu vas nous raconter un petit peu tout ce que tu fais chez Axence. Alors, est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise et puis nous dire un petit peu comment c'est organisé, qu'est-ce que tu gères, le nombre d'expats, d'impats, de détachés, etc. Axence, c'est une entreprise du secteur de l'énergie. On est 2200 salariés dans le monde. Donc, c'est une ETI, dont 1300 salariés en France. Donc, le reste, un peu partout, se répartit dans une quinzaine de filiales, à peu près. L'activité d'Axence, c'est pas forcément hyper simple à expliquer. On est une émanation de l'IFPEN, donc l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Ouais. Et donc, on a été créé au départ pour développer la production et la vente de technologies de l'IFPEN. La recherche émane beaucoup de l'IFPEN chez Axence. Et le marché d'Axence, c'est de fournir des procédés innovants pour la transition énergétique. Nos clients principaux sont des raffineries à l'origine, mais on s'est beaucoup développé avec du recyclage de plastique, du captage de carbone, du traitement de l'eau. Voilà, donc un peu tout type de technologies qui font appel à des compétences qu'on va avoir chez nous. C'est une entreprise qui est toute petite, à l'échelle des entreprises qui ont de l'AMI. Oui, complètement. Mais très internationale. J'ai regardé au dernier décompte, on a 56 nationalités au siège d'Axence. D'accord. Sur du coup à peu près 900 salariés. Waouh, c'est énorme. Donc c'est pas mal. C'est incarné l'internationalisation chez vous du coup. C'est ça, c'est incarné. On a à peu près un tiers des effectifs du siège qui sont des salariés nationalités étrangères. Et est-ce que tu peux nous parler de l'organisation ? Donc toi, tu es seule à l'AMI. Oui. Tu cherches quelqu'un ou pas ? J'ai trouvé. On peut peut-être en parler. Tu as trouvé quelqu'un. Tu es seule, en gros, vous êtes 2 à l'AMI. Comment c'est organisé par rapport aux autres départements RH, Talent Management, Compenben ? Alors, je suis seule à l'AMI et ça fait 3 ans que j'ai des stagiaires ou des alternants régulièrement. Donc là, mon alternant a terminé et ma stagiaire arrive en janvier. Soulagement. Oui, en effet. Et l'AMI fait partie aujourd'hui du pôle talent de l'équipe RH. L'équipe RH, on est 25, avec une organisation un peu bicéphale. Donc, on a 2 groupes. On a l'équipe talent sous Mathilde Néran, dont aujourd'hui l'AMI fait partie depuis le mois de juin. Donc, c'est tout récent. Okay. Et de l'autre côté, on a une équipe que nous, on appelle l'équipe technique de la RH, sous Anne Lorfam, qui est directrice Compenben et qui intègre SIRH, contrôle de gestion sociale, paye, administration du personnel. Donc voilà, donc nous, dans l'équipe Talent, on a le recrutement, la formation et les HRBP et l'AMI. Et l'AMI. Voilà. Et je suis arrivée en 2019 chez Axence. On est en croissance douce au niveau de l'AMI, dans le sens où il n'y a pas beaucoup plus d'expatriés que quand je suis arrivée. Quand je suis arrivée, on avait 31 expatriés. Là, aujourd'hui, on en a 36. Donc, bon, oui, on reste dans 5-6 ans. Oui, ça va, 6 ans. Voilà, dans les mêmes ordres de grandeur. On avait 3 impatriés. Aujourd'hui, on en a 2. 3 dans
2 semaines. Ouais. Par contre, on est très inventif sur les types de contrats. Ouais. Et ça explose. Donc on a, puisque du coup, sont aussi gérés par l'AMI, tout ce qui est télétravail à l'international, quand on fait des contrats suspendus pour des raisons X ou Y avec des contrats locaux, et également le portage salarial. Oui. Puisque comme on est petit et qu'on est présent que dans une quinzaine de pays dans le monde, quand on a besoin d'avoir une personne dans un pays dans lequel on n'a pas de filiale, on va passer par du portage salarial. Et ça, aujourd'hui, on en a 13. Des salariés en portage. Est-ce que c'est temporaire, cette solution du portage ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des cas. On a un peu de tout dans le portage. On a des commerciaux qui sont là vraiment de manière, pour le coup, permanente. Donc, ils sont en CDI, en Italie, au Pakistan, D'accord. un peu partout. Et puis, on va avoir aussi des salariés qui sont recrutés pour des projets spécifiques. Avec une durée limitée. Voilà, mais des projets sur 3, 5 ans, 8 ans. Donc, on est quand même sur des durées assez longues. D'accord. Alors, on va parler de l'organisation, le mode de fonctionnement d'une équipe mobilité internationale dans une ETI qui est assez particulier. Tu disais tout à l'heure, effectivement, qu'en général, dans les ETI, tu n'as pas de structure mobilité internationale. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? C'est quoi ton constat ou ton retour d'expérience, peut-être par rapport à tes précédentes expériences, notamment chez Air Liquide, énorme groupe ? Alors, c'est très différent. Effectivement, chez mon expérience des grands groupes, c'est que la mobilité internationale, elle est scindée en plusieurs sous-activités qui sont réparties sur plusieurs personnes, voire sur plusieurs équipes. Il y a des tâches qui vont être effectuées par les RH locaux, que ce soit home ou host. Il y a des coordinateurs de mobilité internationale qui vont aussi se charger de certaines choses. Il y a une équipe MI dans lesquelles il peut y avoir aussi des rôles répartis sur plusieurs personnes. Avec, donc chez Air Liquide, on avait un front et un back-office, etc. Ouais. En ETI, clairement, on ne peut pas s'organiser comme ça. Déjà parce que, alors on a des filiales, mais beaucoup. La plupart de nos filiales sont de toutes petites filiales. Il n'y a pas d'équipe RH, il n'y a pas de RH. Ouais. Donc, on ne peut pas s'appuyer, on n'a pas de support RH en local. On n'a pas autant de mobilité internationale, donc on n'a pas aussi besoin de cette structure. De cette structure-là. Mais du coup, je fais tout. Et il faut du coup compenser le fait que sur place, quelquefois, on va avoir des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer, puis quelquefois pas du tout. Il y a des filiales qui vont recevoir un nouvel expat une fois tous les 3 ans. Et donc, potentiellement, il n'y a plus personne sur place qui se souvient de comment ça s'était passé la dernière fois, comment on va mettre en paye le package, comment... Enfin, voilà, donc oui, il faut donner des instructions de paye, par exemple, très détaillées. Il faut bien accompagner, quoi. Ouais. Voilà. Et vérifier la paye derrière, parce que des fois, voilà. Et à côté de ça, je vais avoir quand même aussi des filiales donc aux États-Unis et en Inde où il y a des équipes RH qui ont un peu plus l'habitude. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, ils ont l'habitude. Donc, on peut s'appuyer sur eux. Mais en fait, il faut s'adapter à chaque situation. Ouais. Et jouer un peu le rôle à la fois de la RH home, host, du coordinateur, du front, du back. Il y a un côté schizophrène. Il faut tout faire. Il faut savoir tout faire. Oui, pardon, tu voulais développer ? Moi, je trouve que c'est ce qui rend le poste hyper intéressant parce que c'est hyper varié. Oui, complètement. J'ai jamais 2 journées qui se ressemblent, jamais 2 semaines qui se ressemblent. Il faut être très multitâche. On fait de l'admin, mais on fait aussi tout en fait, un peu de la strat, de l'admin. Oui, donc voilà. Ça va de revoir la politique de mobilité internationale et faire des benchmarks et faire tout un montage contractuel pour une situation de commuting, nouvelle, à faire les affiliations à la CFE, faire des attestations d'expatriation parce que il faut bien résilier mon compte. Mon contrat EDF quand je pars. Enfin, voilà, bien sûr. Appeler le déménageur parce qu'il a oublié de mettre des panneaux dans la rue d'interdiction de stationnement pour garer le camion. Enfin, vraiment, absolument tout. Je voulais te poser une question sur les avantages et les inconvénients. Enfin, tu les as un peu listés. Hein. Les inconvénients, c'est que c'est très chronophage, qu'il faut il faut être un peu partout. Il y a aussi énormément d'avantages, et notamment le fait de créer du lien et créer une vraie proximité avec les personnes que tu accompagnes. Oui, alors ça, c'est vraiment une différence énorme, effectivement. C'est que du coup, on va vraiment accompagner les expatriés sur tout le processus et sur tous les aspects.
Et donc, on n'a pas du tout la même relation que quand... Alors, chez Air Liquide, moi, j'étais au front office. Donc, mon activité principale, on était en charge de la politique et de tout ce qui était stratégie. Mais aussi, je préparais les contrats, les packages et je faisais la négociation avec les expatriés. Et donc, j'étais vraiment vue comme la personne avec qui on va négocier le 3e billet d'avion ou l'augmentation supplémentaire, etc. On intervenait sur les sujets immigration, logistique, déménagement, etc. que quand il y avait un problème. Oui. Quand il y avait quelque chose qui se passait mal, parce que sinon, c'était géré par les RH locaux et puis on n'en entendait pas du tout parler. Ouais. Alors que là, en ETI, je suis le seul point de contact des expatriés pour absolument tous les sujets. Et donc, ils m'identifient très vite comme une personne support, une personne qui est là pour les aider, pour les accompagner et pour faire en sorte que ça se passe bien. Puisque l'objectif de l'AMI, c'est de faire en sorte que l'expatriation se passe bien pour qu'on ait derrière un salarié qui soit efficace dans son job, qui soit concentré sur son boulot, épanoui. Voilà, épanoui et qui fasse du bon travail et qui soit pas en train de se battre avec la Sécu, idéalement. Et donc, il m'identifie comme une personne support. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout la même relation. On a un lien de confiance qui va se créer assez vite et on est beaucoup moins dans la négo et beaucoup plus dans des relations personnelles riches et intéressantes. Et pour moi, c'est aussi très important pour que ça se passe bien. Parce que si les expatriés ne me font pas confiance et ne me parlent pas de leurs problèmes en amont et de leurs difficultés en amont, en fait, quand ça arrive, c'est trop tard. Ça a pris des proportions où on ne va plus pouvoir gérer. Donc c'est vrai que je considère que c'est aussi important. Et moi, je vais vraiment faire mon maximum pour qu'ils me considèrent comme une personne de confiance et une personne vers laquelle il ne faut pas hésiter à se tourner à la moindre difficulté pour qu'on puisse anticiper les éventuelles... potentielles problématiques voilà, à venir. Les choses qui pourraient, si elles gonflaient en proportion, devenir réellement des sources d'échecs à l'expatriation. Donc la communication est primordiale, l'échange et la proximité. Voilà, c'est ça. Ce que je peux ajouter aussi sur la différence entre en ETI et en grand groupe, c'est que il y a une part de culture d'entreprise aussi. Chez Axence, on n'est pas une culture d'entreprise qui est très processée. On n'a pas beaucoup de process. On fonctionne beaucoup de manière assez informelle. On dit souvent qu'on fonctionne un peu encore comme une PME, alors qu'on est 2200. Donc, forcément, ça va avec, il n'y a pas beaucoup de process. Comparativement à un Air Liquide où tout est hyper processé. Mais en même temps, il y a moins besoin de process. Parce qu'en fait, les gens se connaissent. Moi, ça fait 6 ans maintenant que je suis chez Axence. Même les managers qui ne me connaissent pas, ils ont des copains managers qui me connaissent et qui vont leur dire « va voir Louisa ». Donc, du coup, je suis généralement, par exemple, je suis au courant des départs en expatriation souvent très tôt. 6 mois, 1 an avant le départ. Quelquefois même 2 ans avant le départ. Et ça m'arrive la plupart du temps, pas du tout par un canal formel. D'ailleurs, il n'y a pas de canal officiel, il n'y a pas de process pour lancer un départ en expatriation. Alors, ça t'arrive à la machine à café où tu entends parler d'un projet ? Beaucoup à la machine à café. Ça peut être des candidats sur un poste ouvert qui vont m'appeler pour me dire j'hésite à postuler, est-ce qu'on pourrait en discuter Ça peut être des managers qui me disent j'ai été contactée par telle personne dans la boîte qui hésite, est-ce que tu peux lui parler Donc ça m'arrive beaucoup par les managers, quelquefois les salariés directement. Ça peut être aussi la responsable recrutement qui a son bureau juste à côté du mien qui va me dire on ouvre un poste au Bahreïn, on réfléchit à telle personne. D'où l'importance aussi peut-être d'être en présentiel dans ces cas-là. Oui, et en même temps, grâce au Covid, on en parlait. on a beaucoup appris aussi à communiquer sur Teams. Donc de toute manière, on communique beaucoup toute la journée. Et on n'est pas trop rentré encore dans mon scope, mais moi, je travaille beaucoup avec l'équipe recrutement de toute manière sur la partie embauche internationale. Et donc, on est en contact tous les jours, en fait, permanent. Donc. Et c'est, je pense aussi, le confort que j'ai gagné en 6 ans,
il y a beaucoup de gens qui vont penser à me mettre dans la boucle, Ouais, à un stade ou à un autre. même Ça s'il y a peut pas même de process, m'arriver. ça se fait assez naturellement Oui, finalement. voilà. Ça peut même m'arriver quelquefois par la finance, Ok. qui sont contactés via des questions de refacturation ou de qui porte le coup, Ok. Et ou tu apprends comme d'établissement ça stable. que... Et voilà. D'accord. Ok. Et justement, ton scope, est-ce que tu peux nous en parler assez rapidement? Donc, avec qui tu travailles? Comment ça se passe? Donc mon scope, ça va être les 36 expatriés, les 3 impatriés, les 13 salariés en portage, mais aussi un peu tout ce qui touche de près ou de loin à de la mobilité internationale au sein du groupe. Ça va être assez varié. Je travaille beaucoup avec le recrutement sur les VIE. Je m'occupe aussi de tout ce qui est immigration, des embauches internationales. Ouais. Les embauches internationales, c'est donc des salariés qu'on recrute à l'étranger et qu'on fait venir en France pour un poste en France. Et ça, on en a, voilà, j'ai compté l'année dernière, on en a eu 46. Ok, donc ce sont Au des siège. gens qui ne font pas partie du groupe à l'étranger, Voilà. que vous recrutez pour des compétences C'est ça. spécifiques. C'est ça. On a une vraie problématique de recrutement dans notre secteur sur des postes seniors avec des compétences bien spécifiques. Ok. Donc on est obligé d'aller Chercher des talents à l'étranger. chercher des talents à l'étranger et généralement hors Europe. Hein. Donc par exemple en 2024 sur les 46 embauches internationales, il y avait 5 Européens. Ah oui, donc tout le reste, procédure avec visa, etc. quoi. Voilà, donc tout le reste, il y a du visa. Ouais, oui. Bon, Titre après, de c'est des séjour. procédures pour ce type de métier, c'est des procédures qui sont assez simplifiées et plus rapides. Pas toujours, ils sont pas toujours éligibles à une carte bleue Ah oui, européenne. d'accord. Non, non. Ok. Et métier en tension, peut-être? Non plus. Non plus. Ah. Non plus. C'est Donc, opposabilité du marché du travail. Ça peut arriver. Ouais. On peut avoir des embauches en tant que salarié avec opposabilité. Après, on embauche beaucoup aussi des jeunes qui ont terminé leurs études en France Ouais. et Des donc qui étudiants. passent par du salarié Ok. qualifié. Ouais. Ce qui peuvent être nos anciens stagiaires ou alternants, mais aussi... Oui, c'est un bon vivier de talent aussi. Oui, oui. Ça, on recrute pas mal dans D'accord. nos anciens stagiaires et alternants. Donc, il y a toute cette partie-là. Il y a tout le suivi des titres de séjour. Parce que derrière, après, ces gens, ils sont arrivés, ils ont leur premier titre, mais ensuite, il faut le renouveler. Et oui. Et donc, il faut s'assurer qu'ils aient bien leur renouvellement en temps et en heure, etc. On a environ 200 salariés au siège qui sont sous titre de séjour. Donc, c'est quand même... voilà, j'en vois Ça des... fait beaucoup de... C'est la charge mentale, ça, quand même. Hein. J'en vois des rappels presque tous les jours. Ouais, je viens de croire. Gérer les dossiers qui sont bloqués en préfecture. C'est la responsabilité du salarié de faire son renouvellement de titre de séjour. Mais quand le salarié est bloqué, parce que la préfecture lui bien répond trouver pas, des solutions, voilà. parce qu'après, c'est l'entreprise aussi qui est... Derrière, c'est l'entreprise qui a un problème, parce bien que sûr. nous, on a besoin de cette Ouais, personne. tout à fait. Ouais. Donc, il y a tout cet aspect-là. Je fais aussi les certificats de détachement quand on a besoin de Ouais. faire des certificats à 1. Les missions longues, dès lors qu'il y a une mission de plus de 3 mois, ça passe normalement officiellement chez moi. Ils me préviennent pas toujours quand c'est 3 mois. Par contre, 6 mois, c'est sûr que ça arrive chez moi. D'accord. Et quand tu dis les missions longues, c'est quoi? C'est des détachés ou des... On Pas fait au cas forcément. par cas. Au cas par cas. En général, c'est du détachement. Ça peut être politique voyage, tout simplement. Et puis, on va quand même faire une petite lettre pour cadrer et se mettre d'accord sur certains aspects. Et puis, gérer... justement écrire qu'on détache d'un point de vue protection sociale et mettre une petite clause fiscalité au cas où. D'accord. Après, on n'en a pas beaucoup d'émissions longues. On en a quelques-unes par an. Hein. C'est pas la majorité chez nous. Voilà. Et puis tous les sujets un peu j'ai mon mari qui va s'installer en Belgique. Est-ce que je peux aller télétravailler depuis la Belgique 3 jours par semaine? Bon, alors... Voilà, le conjoint qui se fait expatrier en Corée, comment on fait, c'est tous les sujets comme ça. Voilà. Je suis aussi la personne qui s'occupe de tout l'aspect assurance mission et donc la référente un peu sur toutes les problématiques santé-sécurité pour nos missionnaires à l'étranger. Donc là-dessus, je travaille beaucoup avec le HSE. Heureusement, je m'entends très bien avec le directeur HSE. On travaille très bien ensemble. On a appris à beaucoup travailler ensemble pendant le Covid. C'est un vrai sujet, ça, la partie sécurité. Voilà. Et, dans certains pays. Et de par notre activité, on fait énormément de missions à l'étranger.
On a des activités d'assistance technique et de démarrage. Donc, ce sont des ingénieurs qui vont lancer des unités dans la raffinerie de notre client. Les raffineries étant généralement situées dans des coins paumés. Tu peux nous donner quelques exemples de pays ou de zones géographiques Un gros projet qui doit démarrer au Nigeria. On a un gros client en Irak. On fait beaucoup le Kazakhstan, la Chine, bien sûr. Pour le coup, un peu partout. Voilà. On a aussi eu un client en Israël, à la frontière avec le Liban. Ça, c'était sympa. Ça peut même être dans des pays qui ne sont pas forcément... on a eu une problématique sécurité il n'y a pas si longtemps que ça, au Pérou. Simplement parce que en fait, il se trouve que la raffinerie au Pérou, elle est au milieu de nulle part, vraiment, et que nos salariés allaient se retrouver à 8 heures de route du premier hôpital, quoi. Comment tu gères ça? J'ai des collègues formidables. Je m'appuie beaucoup sur les autres fonctions support, sur le HSE, du coup, sur la partie santé-sécurité. Santé-sécurité, ouais. Voilà, puis en fait, il faut travailler avec les autres. Énormément parce qu'on ne peut pas gérer tout seul. Donc, je vais travailler avec l'IT pour m'assurer que mon expat va bien avoir un ordinateur, un téléphone, etc. quand il arrive pour pouvoir travailler. Parce qu'il n'y a pas de process. Encore une fois, sur toutes ces choses-là, ça reste un peu... informel, au cas par cas. Ouais. Parce qu'on n'a pas tant de cas que ça non plus. C'est important d'avoir de bonnes relations, du coup, avec... Oui, c'est ça. Et de pouvoir avec compter les uns sur les autres. Et de pouvoir compter les uns sur les autres. Après, c'est la culture d'entreprise aussi qui veut ça. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas trop de process. Donc, chez nous, c'est que ça fonctionne bien, en fait. On sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Et ça, c'est hyper appréciable. Voilà, après, il faut être très organisé. Ouais, tu dois avoir des journées bien remplies. Très, très organisé. Tout noté, tout... voilà, c'est des quantités de micro-tâches toute la journée. Waouh. On a envie de t'aider. Ça va, je m'en sors. Je m'en sors beaucoup mieux quand j'ai un alternant ou un stagiaire bien formé. Bon, écoute, bientôt, elle arrive, c'est ça? Voilà, c'est ça, elle arrive. Et puis là, ça va, on n'est pas trop en période de crise en ce moment. Donc, c'est un peu plus calme pour toi, ça va reprendre en début d'année. Oui. Et puis surtout, en fait, ça devient la panique quand il y a une vraie crise. Donc, type la Russie envahit l'Ukraine. Oui, évidemment. Bon, là, il faut s'en occuper. On avait 2 filiales en Russie, on avait 2 familles d'expatriés en Russie, voilà, dont une famille avec un bébé qui était né depuis 2 mois, qui n'avait pas de passeport. L'enfer. C'est toujours sympa. Ouais. Donc, mais ça se gère. Mais ça se gère. Ça se gère toujours. On commence à être bien connu du centre de gestion de crise du ministère des Affaires étrangères. Les bons contacts. Voilà, faut avoir de bons contacts, faut avoir un réseau et Ouais. s'appuyer dessus. Bon, bah super. Et comment tu vois la mobilité internationale dans 20 ans? Ça, c'est difficile comme question. En tout cas, alors peut-être dans ton activité, dans ton métier, dans cette industrie et dans cette entreprise. Alors, je ne sais pas si tu resteras encore 20 ans, mais comment tu vois la mobilité internationale, en tout cas, évoluer chez vous, dans ce secteur, dans les années à venir? Je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué. Parce que globalement, l'environnement se complexifie, les contrôles se multiplient, donc des choses qui étaient un peu en zone grise et qu'on pouvait faire demain, on ne pourra plus les faire. Ouais. Des sujets qui ne nous remontaient pas nécessairement parce que les équipes opérationnelles avaient l'habitude de passer entre les mailles du filet, ils vont finir par se faire attraper et ça va finir par nous remonter. Et puis on voit bien qu'il y a de plus en plus de crises et que des choses qu'on pensait savoir, tout explose. Le Covid a très bien montré ça. Moi, je pensais très bien savoir comment se passait une immigration vers les États-Unis. Bon, en fait, moi, je suis plus capable de donner un délai aux expatriés qui partent aux États-Unis. Je suis plus capable de leur dire en combien de temps vous allez avoir votre visa. Ça a tellement évolué ces dernières années. On est passé de 3 semaines à 8 mois, à 5 mois, puis finalement, le mois prochain, c'est bon. Enfin, il n'y a pas de règles. Il n'y a plus de règles. Ça va demander de devenir de plus en plus adaptable. Après, à côté de ça, je pense qu'il y a des tâches aussi qui vont s'automatiser. Je pense qu'il y a des choses qui vont se simplifier. Déjà, on a arrêté de remplir des bulletins papier. Oui.
Ouais, la digitalisation, ça va continuer à s'intensifier. Enfin, mis à part à la CFE, la CFE, c'est toujours le bon vieux bulletin papier. Ça va changer. Au moins, on l'envoie par mail, c'est déjà ça. Ouais. Donc, je pense que il y a plein de petites tâches comme ça sur lesquelles on va gagner du temps, et heureusement. Ouais. Mais plus de compliance, effectivement. Mais ouais. plus de compliance, et ce qui va pas forcément simplifier les choses, parce qu'au final, là où sur certaines tâches, on pouvait s'appuyer sur des non-spécialistes, au final, ces tâches-là, derrière, demain, deviendront de moins en moins chronophages. Par contre, ce qui va, je pense, se développer, c'est des sujets sur lesquels on a vraiment besoin de spécialistes. Oui. Plus d'expertise, du coup. Très bien. Là où l'IA ne pourra pas compenser. Évidemment. Parce que l'IA On fait aura toujours toujours pas la différence entre un visa et un permis de travail. Donc, Oui. Ouais, non, on aura toujours besoin d'experts et besoin d'humains pour ces sujets-là. Bon, heureusement. Et dernière question. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont marqué ton parcours et que tu souhaiterais remercier aujourd'hui? Déjà, très clairement, mon équipe Air Liquide, qui était formidable. En particulier Lucie Houdin, Dédicace. ma jumelle. Qui sera bientôt au micro de ce podcast, d'ailleurs. Qui est une formidable experte de la mobilité internationale qui m'a beaucoup appris. J'espère qu'elle a appris un petit peu aussi avec moi. Et mon ancienne manager chez Axence, Anne-Carine Feyel. Anne-Carine Feyel, elle m'a également beaucoup appris. Beaucoup appris sur l'AMI, mais aussi sur l'ARH. Qu'est-ce que ça veut dire être RH, la posture de la RH dans l'entreprise, et puis les manières de travailler. C'est quelqu'un de très professionnel, très expérimenté, et vraiment un caractère formidable, une personne formidable. Super. Voilà, ouais, mais vraiment, merci Anne-Carine, la meilleure manager de la Terre. J'ai vraiment la chance d'être dans une entreprise top, avec des gens formidables et des collègues sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Et ça, c'est super. Ouais, on sent ton attachement. Ça se ressent dans ton discours. Je pense que c'est une entreprise avec une culture d'entreprise qui alimente vraiment ça. Il y a globalement un très fort sentiment d'appartenance chez Axence. Alors la taille joue aussi. Bien sûr, non mais c'est très précieux. C'est très marqué, c'est beaucoup ressorti d'ailleurs dans notre dernier baromètre social. En tout cas, tu incarnes ça très bien et ça se ressent. Merci beaucoup Louisa d'être venue. Merci de m'avoir invitée. À bientôt. Pour conclure, la gestion de la mobilité internationale dans une ETI comme Axence implique beaucoup d'agilité. L'équipe mobilité internationale a un scope 360 et doit être proche du terrain, proche des équipes et doit savoir bien communiquer et anticiper les situations. C'est là où les valeurs et la culture d'entreprise jouent un rôle prépondérant dans l'organisation et la fluidité des échanges. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.